Voilà, je suis de retour. L'hydrogène vert sur lequel nous allons nous concentrer, mais ce qui nous préoccupe, ce sont les émissions. C'est l'occasion d'une transition rapide grâce à l'hydrogène vert et nous avons beaucoup de défis concernant beaucoup de filières. Nous avons l'aspect du gaz, le transport, le ciment, la filière de l'acier. Nous devons trouver des solutions. J'ai déjà eu des conversations avec mes collègues du Japon et ils nous parlent de l'acier vert à l'horizon 2050, mais également ils parlent de 20 ans pour pouvoir introduire une transition. Par le biais d'un carburant fossile très polluant, le coke. Et si nous utilisons le gaz pour 20 ans, tous ces objectifs ne seront pas respectés et nous devons donc penser à une solution potentielle. Si nous laissons de côté cette solution du gaz que beaucoup d'industries utilisent, et nous avons également la filière de l'acier de Chine avec un fort développement de l'hydrogène vert. La Chine pense à la transition du charbon vers l'hydrogène. Et si nous arrivons à atteindre l'hydrogène vert ou bleu, mais de cette façon, nous pouvons éviter le problème du gaz, le problème du méthane qui peut avoir des fuites dans les systèmes d'approvisionnement, et le gaz est mieux que le charbon, n'est pas très bon, mais n'est pas aussi bon par rapport aux objectifs que nous devons atteindre. C'est justement notre objectif aujourd'hui. Nous avons plusieurs couleurs de bleu. Le charbon n'est pas bon. La plupart de l'hydrogène aujourd'hui est produit à partir du gaz ou du charbon et devrait l'appeler hydrogène gris ou enfin un hydrogène un peu rougeâtre ou rouge foncé. Il y a le rose aussi qui est produit par le biais du nucléaire, c'est une faible teneur de carbone. Et nous avons des techniciens au sein de l'Union européenne, outre les incertitudes du point de vue nucléaire, mais qui est faible en teneur de carbone. Ce qui est généré de gaz, mais avec la séquestration du gaz carbonique, pour discuter les contraintes, la taxonomie, 100 grammes de CO2 par kilogramme heure, toutes les fuites au niveau du système doivent en effet d'être considérées. Nous devons mesurer sur le système. Nous avons l'hydrogène vert qui est produit avec de l'énergie renouvelable. Nous espérons que cela puisse croître. Nous avons de l'ammonium vert qui produit cet hydrogène vert et des sous-produits. Nous avons quelques questions administratives d'abord, quelques annonces, mais je voudrais remercier à nos sponsors. Nous savons que nous en avons besoin de façon désespérée. La collègue qui a aujourd'hui nous a parlé, Marisa va nous parler plus tard. Nous avons également JP Morgan, sans aucun doute, Crédit Suisse, et enfin, ce sont toutes ces organisations qui mobilisent des capitaux dans le marché de titres verts chinois. Nous avons Citi, Luxembourg, Paribas, en fait, tous les sponsors que nous voyons sur l'écran. Merci beaucoup. Nous avons quelques questions administratives. Nous avons la messagerie où vous avez les questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions. Nous avons aussi l'interprétation directe vers plusieurs langues.
Maintenant, nous allons parler de les membres de notre table ronde pour que l'on puissions donc démarrer. Nous avons le plus grand fournisseur d'Arabie Saoudite. Il s'agit d'une entreprise énorme, PAD, qui a est entré en fonction dans cette société qui était une start-up, maintenant qui est une entreprise qui a 48 milliards d'actifs avec 34 gigawatts générés en énergie dans la société. Cela augmente de plus en plus. Ils sont en train de construire une usine d'ammonium et d'hydrogène vert au nord d'Arabie Saoudite. Et chaque fois que je parle avec lui, il y a des nouveautés qu'il me raconte. Mais je vais attendre pour savoir quelles sont ces nouveautés aujourd'hui. Mais en effet, le fait d'avoir PAD avec nous aujourd'hui, c'est un grand privilège. Nous avons Simple4 qui est le PDG, directeur général, président directeur général du FAA. C'est un bon ami et on a fait connaissance. Nous avons travaillé ensemble, beaucoup ensemble. Et selon l'Association des engrais internationaux, certaines personnes disent que cela peut atteindre 4% des émissions et nous avons quelque chose de proche à cela. Les composés, il y a une contribution de 12% aux États-Unis des émissions et c'est donc quelque chose de très intéressant parce que également ce qui est utilisé en tant qu'engrais et d'utiliser les engrais de façon durable. Nous avons également, nous avons ici l'auteur d'un livre qui s'appelle l'hydrogène, le nouveau pétrole. Il est donc à la tête d'un consortium qui a le but d'atteindre un coût d'1 euro par kilogramme d'hydrogène vert, une période assez courte. Naturellement, aux États-Unis, nous avons nos amis qui ont un objectif d'1 dollar par kilo. Et ça fait partie de la campagne de Biden. Ce sera donc une course. Ainsi, je voudrais juste ajouter que Thierry, qui en effet a été fondateur de Salary Direct, une entreprise d'énergie en France. Et nous avons eu une conversation avec ses collègues et toutes les enchères en Inde. Et Jean-Pascal m'a dit que le secret, c'est la gestion de capitaux d'actifs et la structuration pour ce faire. Et c'est la solution que nous aurons pour l'utilisation d'hydrogène. Nous devons avoir un CAPEX assez important, mais si on arrive à réduire le coût de l'hydrogène, je parle ici aux investisseurs, pour que l'on puisse faire cela à une forte vitesse. Nous avons Jessica qui est directrice internationale de Agora, ce qui est une grande organisation que nous connaissons. Nous avons fait connaissance il y a très longtemps et elle connaît l'énergie entièrement, cette politique avec Thierry et de DH2 Énergie. Nous sommes donc toutes et tous ici. Je vais donc commencer par de parler avec Alsbeta parce que vous avez développé ce travail au niveau des engrais et plus particulièrement, vous avez analysé cet aspect vert. Et ma question est la suivante. Par rapport à la demande, qu'est-ce qui va mettre de l'avant cet achat de volume et l'agrégation de demandes? Et je pense qu'il y a beaucoup de demandes de ce côté qui vous parvient. Merci beaucoup, Sean. C'est vraiment un grand plaisir de faire partie de cette table ronde. C'est très intéressant de participer à cette conférence au sujet de la mobilisation de capitaux pour l'aspect climatique. Je commence donc par une question très rapide. Y aurait-il une meilleure action pour se concentrer sur cette action? La réponse est non. Il faut qu'on arrête de parler à ce sujet. Et je pense que c'est le meilleur moment de le faire, c'est maintenant.
parce que ce n'est pas une nouveauté que l'activité humaine a changé, va continuer à changer le climat de notre planète et qui va toucher la vie des millions et de millions de personnes. Ce n'est donc pas une nouveauté que les entreprises et les institutions financières doivent préparer leur portefeuille pour les opportunités dans ce domaine du climat. Et ce n'est pas une nouveauté, comme vous avez dit au début, Sean, de, d'avoir de bons instruments financiers, des modèles de business et de partenariat pour travailler dans le monde d'aujourd'hui. Nous savons donc ce que nous devons faire. Mais le problème, est clairement défini et il y a des évidences que les choses sont solides. Il y a d'autres problèmes que nous essayons de régler dans le monde comme la pandémie. Nous avons le privilège qu'en effet, nous avons défini bien notre problème et nous savons exactement quel est ce problème. Et maintenant, nous devons le régler. Mais cette année, c'est un peu différent et car ceux parmi nous, des économies développées, nous voyons l'effet des changements climatiques dans nos villes et avec beaucoup plus de fréquence qu'auparavant. Et nous sommes tous d'accord par rapport à cela, indépendamment d'où nous vivons. Ce changement de climat, PCC nous a dit dans leur rapport que nous sommes à l'alarme rouge déjà et que nous avons donc l'opportunité et également la pression pour pouvoir défendre nos licences pour continuer à offrir aux institutions financières, les entreprises, de travailler sous le scrutin des investisseurs, des actionnaires, dans des entreprises qui ont une difficulté à réduire les émissions de carbone, comme une usine d'engrais. Donc, il faut nous concentrer sur des actions et la planète nous demande secours. Donc, je vais parler ici de mon secteur, de l'industrie des engrais, l'Association des engrais internationale qui représente la seule organisation internationale qui a des membres euh, euh, et la production durable, la distribution durable et l'émission a un rôle critique pour alimenter la durabilité du monde. Et cette année, nos membres se sont positionnés pour réduire l'émission de gaz à effet de serre ayant trait aux engrais d'hydrogène de 2050-2040. Nous faisons la transition vers des pratiques plus durables. Mais avec les présidents de nos organisations dans le monde, nous nous concentrons sur la technologie, l'innovation et également pour offrir des solutions de financement et de modèles de business pour atteindre cette échelle. Nous allons parler de l'échelle car elle est clé pour rendre tout cela possible. Cela me mène au sujet. Ce sont les parcours innovants pour pouvoir faire cette transition vers ces possibilités. Et l'hydrogène est au cœur de la production des engrais et les engrais modernes. L'hydrogène est utilisé, l'ammonium sont utilisés en tant que ration des fertilisants, des engrais, 65% de l'hydrogène dans le monde. If the Et world le is développement de l'hydrogène vert est quelque chose de très intéressant, car si le monde peut en effet débloquer ces productions d'hydrogène sur la base des renouvelables, va ouvrir la possibilité à plusieurs filières de passer par la décarbonisation ou même éliminer l'empreinte environnementale. Là, je voudrais vous donner un exemple. Les matières de base, les produits de base, c'est le progrès et c'est très intuitif lorsque nous pensons à ce qu'on a besoin pour le café, par exemple, l'huile de cuisine dans la cuisine. Et nous avons, par exemple, les consommateurs, les mesures, il y a tous ces coûts de carbone. Nous avons un effet vis-à-vis des communautés locales, les produits de base, les standards de rapport, la traçabilité, la chaîne d'approvisionnement. Il faut beaucoup de travail. Et la filière d'engrais est difficile à décarboniser. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une clé pour régler certains des défis qui implique la production de l'hydrogène vert. Et nous pensons que le secteur les engrais peut le faire. Je vais vous le dire pourquoi. Comme je l'avais dit, l'ammonium est un des points de
construction des engrais est utilisé pour produire des meuniers par un processus propre à porte qui rend l'air, transforme l'air en pain. Et c'est l'invention de ce processus a rendu plus facile la production de l'agriculture, rendant cela plus accessible aux producteurs. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'amiante a le potentiel d'être utilisé comme une source de carburant. L'hydrogène est produit et construit dans un processus industriel. Cela signifie que l'hydrogène n'a pas une infrastructure mondiale bien développée. Ce que vous avez dit, Sean, comment nous pouvons bâtir une infrastructure bien définie. Et en raison du contenu d'hydrogène, l'ammonium est le chargeur efficace d'hydrogène qui attire l'attention vers cet effort de décarbonisation de l'industrie. Cela fonctionne de deux façons. Tout d'abord, l'utilisation d'ammonium directement en tant que carburant. De nouvelles technologies sont nécessaires pour cela. C'est une utilisation assez précoce. Quelques objectifs de génération au Japon sont utilisés, ainsi que le transport maritime. On peut utiliser l'ammonium en tant que chargeur d'hydrogène pour l'utiliser en tant que carburant. La façon dont cela fonctionne, c'est qu'elle est envoyée aux endroits où il n'y a pas l'hydrogène, donc peut être mis en paquet et utiliser l'hydrogène loin de son endroit de production. Imaginez donc le monde où cela puisse se produire indépendamment de l'endroit de production. Cela signifie que si on produit l'ammonium en utilisant une énergie renouvelable, on peut transporter l'hydrogène vert dans le monde entier sans avoir à faire avec l'autre défi qui sont associés au stockage et au transport de l'hydrogène. Nous pouvons également transporter l'hydrogène comme cette source de transport, un outil de transport. Cependant, pour ce faire, nous avons besoin de hauts niveaux d'investissement pour avoir cela à l'échelle. Et plus de 5% de l'hydrogène produit aujourd'hui se base sur l'énergie renouvelable. Le reste est produit comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, comme Sean vient de nous le dire au début. Mais le processus pour faire une conversion de fossiles à l'hydrogène. Cela peut être travaillé de sorte à décarboniser le domaine du carbone. Et l'autre, c'est l'hydrogène vert, qui est au niveau de carbone et le vert non. Et quand je parlais de le chargement, l'industrie des engrais a un grand potentiel à offrir une solution d'énergie verte au monde entier. Le plus fort obstacle pour atteindre ce potentiel est l'échelle, car nous avons 900 millions de tonnes d'ammonium et cela, en effet, est très peu pour la taille possible, même pour ceux qui sont plus conservateurs. Euh, millions de tonnes, c'est le besoin. Si le Japon transforme tout cela en leur ammonium, et si l'Europe utilise l'ammonium pour produire des carburants d'hydrogène, mais si l'industrie de transport maritime utilisait cet ammonium en tant que carburant, nous parlons de 900 millions de tonnes d'ammonium que le marché. Et nous avons là ces opportunités. Les banquiers, sans doute, vont penser à ce genre de carburant parce que vous devez donc commercialiser ce carburant très rapidement. Ils ont besoin une aide mondiale parce que on voit l'aspect chimique et le potentiel pour pouvoir en effet travailler et ouvrir la possibilité de plusieurs secteurs différents et même la génération énergétique pour qu'on puisse utiliser cela. L'ammonium vert, l'hydrogène vert sont une grande promesse, mais nous avons de plus de collaborations, de projets nouveaux qui ont été annoncés. L'ammonium ont été faits par des sociétés avec un faible carbone dans leur stratégie, certains pays qui ont décidé d'utiliser l'hydrogène vert en tant que stratégie de décarbonisation comme l'Espagne. Mais qui va payer cette addition pour que l'on puisse en effet travailler et appuyer ces industries qui ont une décarbonisation difficile? C'est essentiel. Et vous qui êtes du public,
nous n'y arriverons jamais. Vous devez ouvrir de nouveaux domaines. Que vont faire dans l'industrie des engrais doit montrer aux parties prenantes, aux investisseurs, qu'en effet, nous avons une technologie, une stratégie d'émission sur la base de la science, de la technologie pour devenir durable. Nous savons que les investisseurs, les régulateurs et les formateurs de politique doivent comprendre cette histoire. Mon association a été créée en 1927. Nous sommes une association. Notre identité peut en effet mettre en place de nouvelles applications, nouvelles technologies, et c'est pour cela que des partenariats peuvent faire la différence, et avec des programmes, des dialogues réglementaires, mais des investisseurs qui ont un appétit au risque des produits de garantie innovantes, ou ceux qui ont de l'espace dans leur portefeuille d'investissement peuvent soutenir ces nouvelles technologies avec l'application des technologies qui existent déjà. En bref, nous avons une plateforme pour le changement. Les leaders des entreprises, les consommateurs sont impliqués vis-à-vis de ces discussions climatiques et les technologies sont disponibles et même applicables au niveau économique. Les bailleurs de fonds ont un rôle à jouer dans notre industrie pour soutenir cette transformation. Là, c'est où je commence. Nous devons donc sortir, quitter notre bulle individuelle et nous devons aider les industries de l'avenir et faire cela en une échelle. Merci beaucoup, Sean. L'échelle est clé. Merci beaucoup, Asbeta. En effet, vous avez fait des commentaires merveilleux. Et maintenant, Thierry, parce qu'il a une histoire très intéressante. Mais vous, vous avez une histoire très intéressante. Après les commentaires très intéressants d'Elsbeta, dites-nous ce que vous dites en Arabie Saoudite ainsi que dans d'autres pays pour que l'on puisse commencer. Ensuite, nous allons commencer. Allez-y. Merci beaucoup, John. Bonjour, c'est très bien d'être ici parmi vous. Et c'est une table ronde merveilleuse. Juste pour faire une petite introduction, nous sommes une présentation. Nous sommes une entreprise qui se concentre 100% sur l'énergie et le travail de désalinisation. Il s'agit d'un travail où nous travaillons dans 13 pays avec 64 actifs et qui 41 gigawatts d'énergie et 6,5 mètres cubes d'eau de désalinisée. Et tout au long des derniers mois, comme nous sommes si impliqués avec l'énergie renouvelable et les marchés dans lesquels nous opérons, nous avons pu réduire le coût de l'énergie renouvelable à quelques centimes par kilowatt-heure. Nous avons des contrats et notre énergie coûte 1 centime de dollar par kilowatt-heure comme l'éolienne. Et nous travaillons maintenant dans le domaine de la production d'hydrogène vert par le processus d'électrolyse. Vous savez toutes et tous que le processus d'électrolyse est le processus très ancien et il n'y a pas de science aérospatiale sans. Cependant, l'électrolyse a été toujours utilisée pour pour éviter pour l'hydrogène parce qu'il utilise beaucoup d'énergie. Ça n'a pas de sens d'utiliser des sources de fossiles d'énergie pour générer de l'énergie pour le processus d'électrolyse et de produire de l'hydrogène. Ça n'a pas de sens. C'est pour cela que l'électrolyse n'est plus utilisée. À partir du moment qu'on a pu commencer à produire de l'énergie renouvelable, avec un mélange de parcs éoliens et solaires. N'oubliez pas que le coût principal de génération qui utilise des carburants fossiles est de 5 à 6 centimes de dollars par kilowatt-heure. C'est une différence énorme. Ainsi, la possibilité de produire de l'hydrogène vert par le biais du processus d'électrolyse a eu un meilleur rapport coût-bénéfice. Nous avons fait une association en Arabie Saoudite avec Lyon dans une région de notre pays pour définir de quelle façon les voies pour le monde vis-à-vis de la décarbonisation. Nous sommes associés à Néon
Une région qui a des ressources, une société qui a de bonnes ressources de terre et d'énergie et qui sont leaders sur le marché et de sorte à pouvoir produire de l'hydrogène vert. Nous avons beaucoup avancé dans ce domaine et en effet, nous avons quelques mois encore pour avoir un financement complet et pour pouvoir produire de l'hydrogène vert en Arabie Saoudite, au nord du pays. Dans cette usine, 1/4 million de tonnes par an, ce qui est assez différent des plantes d'électrolyse. Nous allons produire ou même faire une conversion de ce hydrogène en ammonium liquide. Et l'objectif est de l'envoyer ensuite au Moyen-Orient, au Japon, où il y a une demande pour l'hydrogène vert, pour le transport, le domaine de la filière du transport, par exemple. Et cet ammonium liquide sera envoyé à ces pays-là et il y aura une reconversion en hydrogène. C'est donc l'effort que nous déployons en ce moment. C'est un processus très intensif. Donc, ce quart de tonne d'hydrogène vert par an dans cette usine va produire 4 gigawatts d'énergie renouvelable. Et nous avons également cette partie du capital qui signifie que les investissements seront de 6,5 milliards de dollars. Ce que nous pouvons voir ici, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et si ça, c'est raisonnable du point de vue financier, c'est ça. Et je veux donc vous remercier également pour avoir un système d'incitation pour activer cette partie, justement, pour que nous puissions capitaliser sur cela et voir jusqu'où nous allons dans ces détails du projet. Nous parvenons à voir là le chemin à suivre et nous confions que nous pourrons vraiment produire cet hydrogène à un coût plus bas. Ce n'est rien de très complexe. Nous avons le solaire, l'éolienne. Quand tout ça a commencé, c'était plus compliqué. Nous allons voir cela. Le coût va chuter et nous sommes sûrs que ça va chuter bien plus rapidement. Le premier projet, on est à ses premiers pas. Nous parlons de mois et c'est déjà en construction. Il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait et cela montre aux personnes ce qui est possible. Alors, nous sommes très enthousiasmés par rapport à cela et on a beaucoup qui est intéressé. Ça va vous montrer que c'est possible, que c'est confiable, qu'on peut atteindre cela et qu'on peut vraiment entrer dans en milieu de cette échelle agrandie. Et ça, oui, cela a eu lieu pour l'Arabie saoudite. En fait, soyons clairs ici, l'Arabie saoudite a très bien compris et accueilli la nécessité de cette transition, ce qui implique la capacité de génération. Et en fait, elle est allée bien au-delà des engagements. Elle a déjà célébré des contrats et elle a déjà contracté une capacité de transition et de production pour cela. Et nous sommes très clairement sur ce chemin. Et nous voulons atteindre donc 50% de la capacité de génération d'énergie renouvelable en 2050 en éliminant la dépendance du pétrole. Nous avons également commencé à introduire l'énergie renouvelable dans des activités comme la signalisation. Nous sommes en train d'utiliser les ressources que nous avons, la terre, le soleil et la capacité financière que nous avons qui permettra de décarboniser l'économie, non seulement internement, mais également exporter
cette capacité en utilisant bien sûr cela internement pour les transports et d'autres choses. Le thème aujourd'hui, c'est la transition, ce qui est le signe le plus clair que nous puissions donner la de transition, le principal pays producteur de pétrole qui fait cela. On y reviendra plus tard, mais si vous avez des questions sur si cela est en train d'être fait, oui, c'est en train d'être fait, c'est vrai. Et je vais passer maintenant la parole à Thierry et je suis un fan quand j'ai commencé à lire ce que vous étiez en train de faire. Et je voudrais que vous nous parliez un peu de votre histoire, de votre plus récent projet que vous êtes en train de développer. L'histoire a commencé il y a 3 ans, en fait, à partir d'une constatation très claire sur ce qui était nécessaire pour produire de l'hydrogène en grande échelle que nous avons appelé l'hydrogène commodity, la marchandise hydrogène. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire avec d'autres sources d'énergie comme le schiste, etc., avec cette source d'énergie. Et il faut traiter l'hydrogène comme une nouvelle source d'énergie. En fait, nous avons commencé avec peu de gens et ça a grandi comme une boule de neige. Et nous avons maintenant plus de 30 entreprises qui font partie de cet accord de l'hydrogène et qui a déjà un poids significatif depuis 1 an. Nous sommes en train de développer des accords avec d'autres systèmes pour mettre en pratique cette commodification de l'hydrogène. Il faut commencer avec une définition très claire de ce que c'est une commodity. C'est une chose qui a un prix que les consommateurs sont disposés à payer. Alors, en premier lieu, il nous fallait identifier le prix pour que les industries étaient prêtes à payer. Les producteurs de fertilisants, l'industrie, les aciéries, et on a déterminé ce prix à 1,5 € par kilo. Et sinon, nous n'aurons pas ce marché. Et si c'était un prix au-dessous de ça, cela créera des problèmes pour le profit des producteurs. Les acteurs de la chaîne de valeur se sont donc mobilisés, ont considéré cela. Nous allons faire une comparaison entre l'hydrogène et le pétrole. Il faut considérer ce qui se passe en amont et en aval. Avec l'hydrogène, c'est la même chose. On ne peut pas séparer les produits, marchandises ou les consommateurs de la production. Il faut créer vraiment un lien. Nous avons donc ces développeurs qui se trouvent dans plusieurs parties du monde, en France, en Espagne, en Tunisie, en Italie. Nous avons également ces autres parties qui travaillent avec l'utilisation. Le problème, ce n'est pas la technologie, mais la capacité. Il nous faut augmenter cette capacité de production. Nous avons plusieurs pays d'Europe qui sont déjà en train de faire cela, la Chine également, en Chine et aux États-Unis, mais la France a été fondamentale dans ce sens et c'est ce qui se passe en amont. Et nous avons un autre aspect fondamental qui est différent par rapport au pétrole et au gaz, c'est la capacité de stockage. Nous avons cet autre facteur dans notre chaîne et en aval, nous avons justement l'industrie des aciéries, les fertilisants et toute l'industrie qui va utiliser nos produits. Et si le prêt est
plus élevés, nous n'aurons pas de marché. C'est ce que je vous dis. Il faut étudier cela très sérieusement. Et dans ces organisations High Deal, nous avons de grandes entreprises qui sont en train de travailler avec nous et cela se traduit d'abord dans les premiers pas. Le premier pas fait, a été justement un accord financier. Ensuite, la mise en pratique des accords financiers et de développement. C'est ce que nous avons fait en Espagne. Le produit n'est pas encore pur, mais le premier hub a déjà été développé avec 9,5 gigawatts d'énergie solaire et ce qui va être diffusé très brièvement. Et nous aurons également la production solaire d'hydrogène en Espagne en grande quantité et nous aurons la transmission par des lignes de transmission pour le nord de l'Espagne et nous pourrons donc répondre aux besoins du secteur industriel là-bas. Cela va donc impliquer beaucoup de parties prenantes et d'acteurs et des communautés plus larges en Europe. C'est donc une joint venture qui va réunir le secteur public à différents acteurs privés et nous prévoyons 4 milliards d'euros en actions jusqu'à l'année prochaine. Nous avons déjà des acteurs clés pour cette partenariat, cette joint venture que nous sommes en train de monter. C'est déjà en train d'arriver. Le financement est important, c'est extrêmement important, mais il est également important d'avoir une assurance par derrière. Donc, de grands investisseurs sont en train de travailler avec nous comme ceux qui sont habitués à financer, par exemple, des usines à gaz liquide. En fait, ce que nous savons qui va se passer en Espagne, ce n'est pas de la taille de ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, mais si on réunit toutes ces parties prenantes en amont et en aval, et nous avons cet élément clé pour notre, c'est la rentabilité et nous sommes en train de développer des modèles durables. Nous avons beaucoup parlé de climat, mais il nous faut, je pense, nous concentrer sur les opportunités d'affaires pour les investisseurs. Si nous réunissons tous ces acteurs, réunissons et développons les projets corrects, nous aurons un effet et nous aurons un succès également. Nous avons cette base primaire, des bases intéressées, des investisseurs, des parties prenantes. Et il est important de pouvoir offrir de bons retours à ces investisseurs qui sont intéressés. Ces parties prenantes veulent également pouvoir faire face aux risques à long terme. Alors, apparemment, vous réunissez le meilleur du monde et vous avez dit que c'est important de parler de fonds, de ressources, de retours, sinon vous serez incapable d'attirer l'attention de ces personnes. Maintenant, je voudrais passer la parole à Jessie. Vous avez déjà participé à plusieurs débats de la Commission et Thierry parlait de l'importance des obligations au Japon et en Arabie Saoudite pour commencer ce processus. Mais je voudrais savoir ce qui se passe au niveau mondial, disons, parce que l'Allemagne a fait déjà ses investissements il y a plus longtemps par rapport aux énergies renouvelables. La Chine a suivi ses pas et a commencé à fabriquer des panneaux solaires, ce qui a réduit fortement le prix du produit.
Et nous avons maintenant ces nouvelles situations qui sont liées justement à la durabilité financière et à la production. Alors, à votre sens, je voudrais que vous parliez un peu sur l'intersection sur ce programme qui a été présenté. Bonjour, bon après-midi et bonsoir ou bonjour. Et je suis plutôt optimiste et j'attends que nous ayons surmonté dans quelque temps et je prétends être ici pour présenter cela. Je prétends avoir cela au-delà de 2050. Nous ne travaillons pas seulement avec l'Allemagne, mais également des économies émergentes et nous considérons les marchés d'offres et de demande. Et je vois que toutes ces parties intéressées dans le secteur de l'énergie ont montré justement un intérêt pour l'hydrogène. Et je pense que c'est reconnu par tout le monde, essentiellement. Il y a tout un monde qui cherche cet objectif de neutralité zéro et qui, c'est le même monde qui va avoir besoin de molécules vertes pour créer cela. C'est important qu'on développe cette solution. Je pense que quand nous parlons d'hydrogène, il est important que nous pensions d'une certaine façon, c'est une version verte de ce que nous avions avant. Alors, c'est intéressant de voir les ministres de Finances qui en parlent déjà, qui voient cela comme une opportunité pour les stratégies industrielles nationales et voient cette possibilité de ce que la transition ne soit pas tellement un changement complet de paradigme, mais une transition qui va inclure l'économie circulaire et d'une certaine façon, cela paraît être le premier pas pour une transition vers un monde qui sera une version plus verte ou verte du monde que nous avons maintenant. Je pense qu'il y a 4 aspects importants dans ce panorama que nous avons. La situation est ancienne, mais il nous faut faire attention justement aux politiques publiques. Nous savons que les politiques publiques ont leurs limitations et les politiques sont importantes. La participation des pays est importante. Nous voyons un engagement de part des investisseurs, de l'État allemand, par exemple, de 7 milliards d'euros, par exemple. Sur très longtemps, cela a attiré des propositions de 200 projets. Ce que l'Allemagne essaie de faire, c'est de réduire ses coûts. Elle veut que ces électrolysateurs arrêtent d'être des marchandises de luxe et commencent à faire partie de cette chaîne. Et cela fait partie de l'agenda vert, du programme vert de l'Allemagne. Et une autre façon dont nous pouvons voir les politiques comme une chose fondamentale, c'est qu'elles peuvent être des fondations pour cette transition. Tout le monde veut faire partie de cette transition maintenant. Il y a déjà eu des questions dans le passé et maintenant, nous essayons de faire cela d'une façon plus rapide. La troisième question, qui est la conciliation, et on pose souvent cette question, surtout les investisseurs, c'est lié aux potentiels acteurs et la différence qu'ils peuvent faire. Il y a 2-3 ans, quand nous avons eu un atelier sur les possibilités de l'hydrogène, nous sommes rendus compte que les personnes présentes ne savaient pas grand-chose sur l'hydrogène, de thème. Et cette économie de l'hydrogène est verte. Il nous faut donc faire un changement de 90 degrés dans notre stratégie de développement impliquant plusieurs acteurs
et ces actions doivent être inclusives. Et je sais que ce n'est pas facile. Il nous faut mesurer comment est-ce que c'est en train d'être déployé. Et il y a des mécanismes que nous avons maintenant qui établissent des prix pour le CO2, par exemple, mais il nous faut développer de nouveaux mécanismes, de nouvelles technologies pour des contrats à long terme. Alors, ce débat qui maintenant cherche des solutions. Maintenant, cela nous permettra, par ce débat, d'augmenter l'échelle de ce thème et d'attirer plus d'investisseurs. Quand nous parlons du vert, de l'hydrogène vert, ça va bien au-delà des pays qui sont en train de mettre en pratique des stratégies qui normalement sont des économies déjà plus mûres. La plupart des économies émergentes ont de grandes opportunités dans ce secteur parce qu'en plus d'avoir la demande, elles peuvent avoir également une offre très grande et beaucoup des économies émergentes sont basées sur le gaz, mais il nous faut voir comment traiter ces actifs d'énergie solaire, éolienne et d'autres. Et que faire avec les actifs qui existent déjà? Un exemple que je peux donner est ce qui a été levé hier sur cette conférence sur augmenter la production d'hydrogène en Afrique du Sud pour appuyer cette transition. Et nous sommes parvenus, si nous parvenons à faire cela, pardon, nous aurons des millions de tonnes d'hydrogène par an et qui peut-être parviendra à 4 aspects principaux nous parvenons à la quantité jusqu'à 2030-2050 à la quantité qu'il faut avoir. Et cela va aider les pays dans leur parcours vers la décarbonisation. Autre chose qu'il faut faire, c'est établir des accords, des contrats, et je voudrais voir des accords entre un producteur en Afrique du Sud avec de l'expertise industrielle qui ferait un accord avec une entreprise aérienne européenne, par exemple, pour créer des opportunités où que les entreprises européennes puissent se développer des infrastructures. Alors, ce serait fait par des contrats multi-annuels avec des clauses de partage de bénéfices. Cela aiderait à augmenter l'échelle de ces projets. Je pense que c'est très intéressant. Paddy, vous étiez en train de commenter avec moi que vous avez eu une réunion avec le CEO récemment. Je crois que c'est un peu différent de ce que Jesse a dit. Il y a ces questions qui sont vraiment très intéressantes. J'ai eu récemment une conversation avec le ministre des Finances du Chili et ils sont très intéressés à entrer dans tous ces secteurs et il va les inviter, beaucoup d'entreprises à venir parler avec eux au Chili pour faire des accords. Et ma question peut être encore plus grande étant donné ce que je viens d'apprendre et les progrès que nous voyons. Je voudrais savoir, face à cette possibilité d'amplifier les choses encore plus, je voudrais avoir votre opinion sur l'environnement des bénéfices et des cadres régulatoires et les bénéfices offerts par la Corée du Sud et le Japon. Une chose qui nous intéresse est l'industrie du carbone et de génération d'énergie à partir du charbon, pardon. Et un collègue à moi qui est responsable de la transition en Chine travaille maintenant dans un projet en Mongolie et cherche à impliquer la population. Mais ces deux aspects ne sont pas encore unis en Chine. Je voudrais savoir votre opinion, Thierry. Je crois que nos clients ne veulent pas de l'hydrogène avec des subsides.
Ils veulent accepter des subsides, des financements, des incitations pour les projets d'adaptation, mais ne veulent pas d'hydrogène qui ait des incitations fiscales parce qu'il y a des quantités énormes d'argent qui sont placées. Tout à coup, les incitations disparaissent et vous êtes laissé sans rien. Alors, ils ne veulent pas cela. Ils savent également que ils font partie d'une chaîne de valeur. Si vous êtes dans le secteur des aciéries, par exemple, et vous avez un objectif à atteindre la neutralité jusqu'à 2025, vous allez travailler dans ce sens pour atteindre cet objectif. Vous allez utiliser les ressources que vous avez pour atteindre cet objectif à l'époque prévue. C'est un peu comme une situation d'œuf et de poule. Qu'est-ce qui vient d'abord, les ressources ou le résultat? Et c'est lié à ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous désirons, c'est que tout le monde soit capable d'agir à l'échelle directement. Mais ce que nous pouvons dire, c'est pas facile. Et il nous faut produire 200 millions de tonnes en sud de l'Espagne jusqu'à 2025. Et c'est notre objectif. Nous savons que nous pouvons faire cela en travaillant avec de l'énergie solaire et les électrolyseurs. Nous savons que nous pouvons parvenir à cela. On a posé une question très intéressante sur la génération d'énergie, qui est quelque chose qu'on ne prend pas en compte souvent. En fait, si nous ne parvenons pas à augmenter la génération, nous aurons un blackout, un manque d'énergie en Europe, parce que l'idée est que le stockage ne peut qu'assurer quelques heures d'énergie et de génération d'énergie. S'il y a un manque subi d'électricité, il nous faut augmenter cette transmission, ce qui n'est possible qu'à travers l'énergie thermale en ce moment. Et nous avons ici une grande opportunité pour les régions voisines qui génèrent l'énergie à partir du charbon, ce qui inclut plusieurs pays, l'Allemagne, la France et d'autres. En fait, ce serait comparable à avoir, disons, le Graal de l'énergie électrique. Il nous faut penser à une énergie qui soit transmissible. Et nous avons ces grands fabricants de turbines, GL, Siemens, ces grandes entreprises qui veulent et qui ont déjà des turbines à l'hydrogène jusqu'en 2024. Les États-Unis font également une conversion pour justement de plusieurs gigawatts pour résoudre son problème d'énergie et avoir l'énergie par hydrogène. Et ça commence à être mis en pratique déjà. Ce n'est pas un rêve. Ces fabricants de turbines sont déjà en train d'agir. Alors, il nous faut penser à l'hydrogène comme un système. Et nous avons déjà des prix qui sont très attirants pour les fournisseurs en quantité suffisante. Et je pense que, en fait, dans le futur, nous aurons des opportunités pour parler un peu plus sur comment transférer cet hydrogène de l'Arabie saoudite vers l'Europe et vers l'Asie aux moyens de conduite. Et c'est un endroit où ces projets doivent être développés. Il faut mentionner ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ces actifs qui sont obsolètes, peut-être, seront les plus prometteurs du point de vue des investisseurs. Ces actifs sont déjà là et les investisseurs peuvent vouloir
investir dans ces actifs qui sont obsolètes, mais qui peuvent être utilisés pour d'autres fins. Il y a, je pense que le secteur de l'hydrogène est déjà complet pour ce soir. Et qu'est-ce que le secteur du charbon fait? Il est en train de se connecter à ce réseau et nous avons des centres qui sont construits dans des usines à charbon et qui sont en pleine opération. Nous avons parlé de cela et cela est vu au-delà du contexte européen. Nous avons un ensemble fini de s'interconnecter à des lieux. Nous avons des questions dynamiques également. Il nous faut faire attention à comment nous allons faire cette transition dans des régions. Nous avons un grand nombre d'usines à charbon et non seulement ces transitions, nous avons une opportunité d'aller un peu au-delà de l'éolienne et du solaire pour les projets individuels. Et nous allons donc faire la la tarification, pardon, de ces actifs et nous allons voir comment nous pouvons développer l'hydrogène dans un lieu avec l'électrolyse, dans un site où il y a, par exemple, un potentiel d'énergie solaire ou éolienne. Et nous allons avoir cette transition, spécialement où nous avons une histoire de charbon et où la transmission énergétique est une source d'anxiété. Et nous allons parler justement du contexte africain. Je pense qu'il y a un MOU qui est négocié. Cependant, je n'ai pas vu encore la rédaction de ce MOU, mais c'est quelque chose qui est en cours de négociation. Nous reprenons donc notre conversation. Vous avez dit que votre avis en ce qui concerne le marché de l'énergie et les opportunités, dites-nous un peu par rapport à ce qui a été discuté. Comment vous réagissez-vous à cela? Oui, bien sûr, je peux faire ça, mais tout d'abord, en ce qui concerne les subventions, vous avez raison. Nous ne voulons pas commencer par subventionner l'hydrogène vert pour pouvoir transformer les industries, pour arrêter l'opération de ces usines. Ça, c'est une autre histoire. Mais avec cette production, nous devons commencer à partir du premier jour et on peut, en effet, à des prix compétitifs, l'hydrogène vert, sans forcément avoir besoin de que l'on puisse et qu'on puisse accélérer l'emploi nécessaire. Il s'agit d'un signe très clair du marché et on aurait des taxes de carbone, de la pollution et ainsi de suite. Mais en outre, l'assurance de prêt qui serait utile, des crédits taxés seraient utiles. Ce ne serait pas, disons, une subvention directe, mais ce qui m'intéresserait également, ce serait, avec cette mobilisation ESG, de reconnaître le besoin de soutenir la transition mondiale. Tout ce travail Sean, que vous faites concernant les titres pour que les investisseurs puissent reconnaître et commencent à travailler un peu sur ces marges. Par rapport au marché d'énergie, j'ai une forte confiance. Nous avons donc l'occasion immédiate de produire l'hydrogène vert à grande échelle, en grande quantité, mais il faudrait penser à c'est l'énergie renouvelable qui est démocratisée et distribuée. Lorsque nous parlons d'un complexe d'électrolyse de 2000 gigawatts, nous parlons de plusieurs unités de boîtes de 50 gigawatts d'électrolyse.
je suis j'ai tout à fait confiance que ce sera une question de temps avant de pouvoir imbriquer, de distribuer l'hydrogène lié à sa capacité de génération. Nous pouvons, nous aurons besoin de tuyaux de longue distance pour joindre les points de production aux points de demande existants, comme dans les autres secteurs. Mais nous pourrons, à mon avis, approvisionner le monde où la population est dispersée, comme nous appelons les endroits ruraux, sans avoir euh, construire ces tuyaux de carburant. Ça, c'est une bonne opportunité. Et aussi ce que nous a dit Jesse vis-à-vis de la transition, faire des de décarbonisation de charbon. Et ce n'est pas si compliqué que cela de prendre par exemple une turbine à gaz et de la reprogrammer pour qu'elle puisse fonctionner avec de l'hydrogène. Nous aurons certaines de ces turbines tout au long des prochaines années, mais pouvons changer peut-être des tuyaux de cette turbine et faire cela d'une façon efficace. Je pense que c'est très optimiste, n'est-ce pas, Pat? Oui, oui, je pense que c'est réaliste. C'est une réalité. Et je vais vous, en effet, ce que vous nous racontez, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qui se produit avec les conversations que nous avions à l'époque où vous étiez à IISC. La distribution, et c'est un développement très intéressant de mettre ces deux choses ensemble. Et c'est aussi important pour le potentiel de distribution. L'approvisionnement d'ammonium, qu'en pensez-vous? Est-ce quelque chose oui, je pense que ça change le jeu. Je voudrais réfléchir un petit peu par rapport aux points qui ont été soulevés par nos membres, mes collègues membres de la table ronde. Quand nous pensons à une usine de charbon, nous devons penser à l'infrastructure industrielle ancienne qu'elle représente. Et quand j'analyse les usines d'ammonium, d'hydrogène, c'est euh, relié à une structure très performante de terre, de, de port. Et donc, la valeur de cet endroit peut être critique vis-à-vis de la transformation des usines d'hier par rapport aux usines de demain. Il ne se trouve pas dans l'espace de. Ce n'est pas le cas de définancer, mais c'est peut-être donner un autre objectif à ces installations-là et de penser hors de la boîte industrielle et penser qu'est-ce que ces actifs pourraient produire demain. Ça, c'est une réflexion. Et ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans l'industrie, nous avons la capacité installée éolienne et solaire suffisante. On devrait construire davantage des parcs éoliens, solaires pour faire cette transition ou peut-être de faire cela de façon simultanée. La réponse serait de bâtir cette capacité de renouvelable en même temps que nous investissons dans l'hydrogène. Mais quand on pense à ce qui est nécessaire pour l'hydrogène vert, on se rend compte que peu de choses a été faites. Nous qui travaillons avec le solaire et on voit que vous avez un futur merveilleux de l'avant. Ce sont des choses fascinantes. Et le dernier commentaire, ce sont ces grandes affaires. Nous avons besoin d'échelle, par exemple, 400 membres et plusieurs sont en train de construire pour l'ammonium vert dans des pays déjà développés et ne sont pas encore à l'échelle qui, à mon avis, serait complètement commerciale en raison des prix, ce qui pourrait nous aider à être en échelle sera crucial. Mm, On a parlé des obligations de contrat, des projets bancaires
des obligations de contrats à long terme. Tout cela aide les financements. Et j'estime que l'on ne peut pas attendre de faire l'un, de ne pas faire l'autre. Je pense que l'échelle du problème aujourd'hui signifie que nous devons faire tout cela en même temps. Il y a de gros parallèles dans ce monde de la pandémie. Nous devons faire beaucoup de choses en même temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre qu'est-ce qui vient avant. Nous avons les contrats, oui, et enfin ce développement à long terme. Autrement dit, l'innovation à long terme. Nous pouvons innover avec la technologie. Nous sommes sélectifs par rapport à ce que nous finançons. On- Il faut voir quels sont les actifs et qu'est-ce qui peut aider vis-à-vis de cette transition. Juste quelques idées provocatrices, Sean. Vous pensez à cela. Jess, j'ai une question à vous poser sur les contrats de long terme et on a dit déjà comment on peut mesurer. Vous avez dit que le système de concurrence au sein de l'Union européenne a quelques défis. Si vous pouvez nous en parler davantage, quelle serait donc cette voie pour avancer? Je voudrais parler un peu plus au sujet des parcs éoliens et solaires. Concernant la question, qu'est-ce qui est venu avant, la poule ou l'œuf? L'électrolyse par les électrolytes. Et nous avons donc ce milieu, comme en Australie, mais nous avons la modélisation pour ce genre de ressources. Mais il y a un argument pour massifier l'éolien et le solaire au-delà du secteur énergétique et l'électrification de ce secteur concernant l'échelle qu'on nous construit. On ne veut pas l'hydrogène, seulement l'hydrogène vert, mais parce que le gros défi du solaire, c'est qu'il n'est pas facile d'être transporté d'un endroit à l'autre. Et il y a beaucoup d'électrolyseurs qui sont souples, flexibles, avec l'éolien à côté, par exemple, du côté de l'offre. Nous avons aussi du côté de la demande. Donc, il y a moins de défis. Donc, c'est mieux d'avoir des électrolyseurs qui va permettre certains rôles concernant, par exemple, les véhicules électriques pour que cela soit moins crucial. Et votre question, Sean, au sujet du projet de marché, il y a un souci en Europe, le système d'énergie passe par trois évolutions en même temps et c'est révolution plutôt. Et nous avons la révolution de la libéralisation du marché en Europe. Ce qui est venu d'abord, ça a été la révolution de la décarbonisation ces industries. Et nous avons la question de l'économie qui entre dans le secteur de l'énergie. Et ce secteur est originel de cette révolution qui a démarré en Europe, ensuite en Amérique du Nord. Cela a changé les structures de marché, de nous donner la possibilité. Après, nous avons eu le prix du carbone et le défi. Et ce n'est pas ainsi que nous allons développer cette structure. Ce n'est pas comme cela que fonctionne ce marché. Ainsi, lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas d'espace pour un secteur de gaz naturel après cette transition vers l'émission zéro net de carbone, il faut penser donc à développer des arrangements de contrats extrêmement confidentiels avec des algorithmes au cœur qui sont une liquidation très complexe. Mais tout cela est la base pour les fournisseurs, pour le calcul de demande, pour toutes les infrastructures de pipeline. Il faut donc parler avec le secteur du gaz au niveau d'expertise et ensuite on verra la question du projet de ce marché, de ces marchés qui sont plus mûrs, libéralisés. Et là, on pourrait entrer dans le détail de l'Europe. Ainsi, pour réutiliser cette infrastructure,
l'objectif. Et cela par rapport à l'industrie du gaz, c'est un point très intéressant. Dans 2 semaines, j'aurai une réunion avec le secteur de l'énergie de Pologne. Peut-être que vous pourriez m'accompagner pour pouvoir avoir cette conversation. Vis-à-vis de votre travail, comment est-ce que vous envisagez l'infrastructure de sorte à pouvoir rendre plus facile une structure? Vous parlez de néon, le Greenfield. Que pensez-vous de ce scénario mondial? Thierry, si vous pouvez peut-être nous répondre. No, How sorry, much are you Sean, can you repeat the repurposing? question? How much are you repurposing The infrastructure? Do you need repurposing. to? The repurposing. Qui concerne Let's de start first with the l'infrastructure. infrastructure. Commençons par l'infrastructure du We gaz. started first Il by s'agit saying d'un point intéressant. Nous avons what commencé à solidifying dire repurposing, and there's a que European hydrogen backbone plan that la laid out in structure du 2012. plan qui a été What I can tell établi you is pour that 2040, actually, ce when que it je vous comes to dis, c'est natural qu'en gas, effet, quand il we build s'agit du most gaz of them. naturel, The project on I'm referring to construire is the pour le engineering is projet dont already j'ai done. The basic mentionné, engineering is already done. d'ingénierie a We're going déjà to été fait. Nous build parlons next to existing de pipelines. construire deux Since nouveaux pipelines. it's going to happen too fast to Cela repurpose va existing se pipelines, produire the très oil and gas rapidement industry et will l'industrie du consume gaz many naturel, le marché ne by va pas s'en aller 2025 more gas than rapidement. À now. They'll require 2020-2025, dans thousands of 4 ans, tons des to tonnes extract vont and move. être So we livrées rebuilt a dedicated et infrastructure. des And the good milliers. news is that you're reusing the right of way. So it's not Donc, il something faudra from scratch. reconstruire une infrastructure Yes, the fact that it can happen dédiée. very On fast. ne part pas de But zéro parce qu'on a déjà une install infrastructure the existante et il y a midstream quelque is chose qui s'est absolutely produit fundamental. très We're not rapidement. going Je voudrais midstream. We're insister not sur ce going to connect point-là the massive capacity, the massive des capacity tuyaux parce which que is si East on Africa n'a rien and à connecter les Southeastern Europe, capacités we're avec going to des have a volumes énormes en different Afrique du Nord, par physical exemple, le strategies to connect Moyen-Orient vers pipelines l'Europe, to Southeast tout Asia. cela ne va There's pas se only two produire. Par ways. exemple, Only l'Australie ways doit to se be able to connecter à des to produits take pour le off. test Now, d'Asie what I'm parce saying que about c'est repurposing comme is more cela of que asset rechain. Now, if cela you're va marcher. building Ainsi, pour coal-fired plants right now, donner un nouvel you're not ready objectif à to cette repurpose every infrastructure, par plant. exemple, si But on prend ces reuse usines de doesn't gaz, on ne va pas make it réutiliser, on va cheap. les fermer, mais By the way, qu'est-ce if you're que on reusing pourrait well, réutiliser? C'est la although connexion I'm du not sure they réseau. will On peut successfully utiliser all les employés, l'effectif, la force de travail. On va transformer donc tous computer les specialists. travailleurs I don't want to de sound too. l'industrie du At the same charbon time, so what you're saying en is the important personnes, part aux professionnels is I think it's an opportunity d'informatique, aux to professeurs de further yoga. Donc, ce que vous dites, just c'est qu'il y a une reuse grande these opportunité du point de vue assets which financier, as Jeff beaucoup said, I plus think of qu'une land with good opportunité connection, technique de and then réutiliser ces actifs to deploy those et cette businesses right connexion now. au The réseau, à la opportunity, I terre, want to mention et it, the aussi on opportunity today in the utiliserait market, which is a ces power market entreprises et les in Europe, is opportunités que je over veux 100 mentionner euros per aujourd'hui, megawatt c'est hour. que le marché de If you're l'énergie en able to Europe produce est plus dispatchable de 100 power in that euros market, par let's say for 2 years, mégawatt-heure. Si on that's arrive à produire de an l'énergie qui incredible peut business être model. transportée So there again, sur ces think marchés, ce sont about des those modèles coal-fired de business players, très including Exxon, performants. as you were Donc, mentioning. il So faudrait penser que there's tous ces amazing acteurs opportunity for them qui to increase génèrent du charbon en their Pologne, Sean, business c'est une grande capacity, opportunité and pour eux which de is more than d'utiliser de just façon différente ces repurposing. actifs dans leur So business I'll mention as et well DRI de changer steelmaking. donc les modèles It's about significant d'affaires CapEx, et about 1 billion d'infrastructures. euro Par exemple, la production de l'acier. unit. Nous But what we know avons about un steelmaking, milliard de dollars the ones recycling, they par want to unité de direct ces all usines d'acier. capacity to DRI. Every single Ces steel producteurs plant d'acier will veulent be converted transformer toute to leur DRI. So what capacité we have today is really a conversion play. leur And four, au therefore, four, ils what veulent investors look for faire cette if you're neglecting transformation. Et coal-based ce que l'on voit, c'est qu'en solar tant blades, they d'investisseurs, are, nous some devons of them are completely parler avec the ces target is when it's usines, ces selling entreprises qui sont financially rather than going négligeables. after Et là, on peut faire le customers leapfrog et on who a want ce the blue saut et on hydrogen peut and gagner de only l'argent. blue, Et don't au want lieu d'aller anything else. So there again, de I parler would be avec celles qui smart parled not beaucoup to start d'hydrogène et qui finalement vont investing in perdre. coal-fired Bon, generator finalement, je and serais investing me into sentirais new plus à gas. l'aise d'investir et sûr dans Music to my ears. un Jesse, when are générateur the next de going up? charbon Paddy, speaking of d'autres leapfrogs, de gaz. C'est très from bien ça, potential Thierry. renewable energy company Jess to a hydrogen company. Ped est pour parler de Your ces thoughts sauts, de on what ces you've just bons heard?
d'une entreprise de charbon vers l'hydrogène, vers le gaz. Qu'en pensez-vous? Oui. Fondamentalement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé comme une entreprise qui se concentrait sur la biogénération et maintenant nous sommes déjà en transition. À l'horizon 2030, notre empreinte de carbone aura une réduction. À l'horizon 2050, neutralité en carbone. Donc, une partie de nos actifs à l'horizon 2050 seront des énergies renouvelables parce que c'est la voie pour le futur, pour l'avenir du monde. Et Thierry a tout à fait raison. Il y a en effet une opportunité et nous devons faire cela parce que les entreprises faire un réseau des gazoducs d'Europe et une société a fait cela et comment ils peuvent inclure 20% d'azote dans les gazoducs pour qu'ils puissent livrer cet hydrogène sans rien faire de très spectaculaire ou spécifique. Et donc, en parlant avec eux, ils ont pu augmenter 40% d'hydrogène dans ce gazoduc sans forcément avoir à investir trop dans l'infrastructure. C'est bien parce que nous avons une bonne infrastructure, mais immédiatement, on devait se concentrer rapidement sur cette transition et la façon dont nous allons la faire, c'est l'échelle et la consommation où l'on peut utiliser, nous allons utiliser ce gazoduc qui va nous mener à un autre endroit de consommation, de génération d'énergie. Donc, tout au long des prochaines années, notre énergie, pour nous, sera de nous concentrer sur ceux qui vont avoir la capacité de se développer et faire cela au détail. Alors, merci beaucoup, parce que l'ammonium en tant que facteur pour transporter, c'est très important de commencer à analyser la possibilité de ces lignes de gazoducs et d'analyser ces gazoducs dans des pays comme le Maroc ou l'Arabie saoudite. Tous ces pays ont les ressources, les terres, la capacité de financement. Les distances ne sont pas si longues que ça et tout est bien développé. On n'a pas besoin de réinventer les choses et simplement continuer à faire ce que l'on fait. On va donc continuer à faire de l'innovation et poursuivre rapidement comme toujours avec des énergies renouvelables. Nous devons nous arrêter dans quelques minutes. Je ne voudrais pas vous interrompre. Non, non, non. C'est parce qu'on doit donc on doit commencer à passer aux conclusions, voir ce que les personnes doivent faire. Nous avons beaucoup d'investisseurs au sein de CBI et des gouvernements. J'ai reçu 2 questions sur la messagerie. Le transport devrait être une priorité dans ce modèle d'hydrogène vert. Si vous utilisez l'hydrogène vert, c'est bien, mais les voitures seront électriques dans les villes. Pourquoi faire cela avec le transport de longue distance, les chemins de fer, nous avons aussi les trains à l'hydrogène, les voitures à longue distance. Et on n'est pas très soucieux de l'hydrogène, du carbone. Il y aura de la concurrence dans certains secteurs. Nous allons avoir les voitures électriques. Et une des questions que je voudrais essayer de répondre, nous avons besoin de stratégies nationales comme partie du gouvernement qui montre le chemin vers le futur et laisser un peu de côté les commentaires de Thierry par rapport à l'aspect gouvernemental. Mais c'est une question qu'il faudrait tenir compte et comment est-ce que nous pouvons avancer à partir d'ici. Nous avons une mission très claire, comme nous l'a dit Thierry, si on arrive à avoir un 1,50 € par tonne de kilos, pas tonnes, je me suis trompé,
de kilos, peut-être attendre un peu pour arriver à une tonne d'hydrogène vert. Cela va changer le jeu et vous allez livrer cela parce que maintenant c'est 10 euros par kilo ou à peu près ça. Ce serait donc un grand changement. Et les Américains commencent maintenant leur programme de sorte à pouvoir parvenir à 1 kilo à 1 dollar à l'horizon 2030. Je pense qu'ils vont arriver à le faire aux États-Unis, même peut-être avant. Et nous avons cette idée du leapfrog, c'est le grand bond. Et nous disons que ça va être très difficile à parvenir. Nous devrons utiliser beaucoup de gaz, mais malheureusement, cela signifie beaucoup d'émissions. Donc, disons, ce bond est essentiel pour le changement du climat. Oui, on arrive à le faire. Nous allons passer direct et on va réduire donc les émissions. Le gaz, et donc ce sont les questions d'échelle. Je vous pose donc la question, Alberta, quelles sont les prochaines étapes pour générer ces contrats en matière d'échelle des petites installations? Est-ce qu'on arrive à avoir une agrégation de contrats pour que les collègues qui sont en train de faire des affaires, pour qu'ils puissent livrer cela dans le monde, les négociations de la prochaine semaine? Quel est donc le futur? Qu'est-ce que nous devrons faire pour atteindre cette vision que vous avez présentée? Merci beaucoup, Sean. Je vous dirais que la comparaison entre plusieurs parties pour atteindre cette échelle sera essentielle. Mais je reprends mes commentaires d'avant, c'est que nous devons commencer à rompre les barrières entre les industries et les filières parce que je vois un partenariat clair entre l'un de mes membres ici, qui sont de grandes sociétés d'azote, et d'autres ont déjà changé leur nom comme des entreprises d'énergie au lieu d'engrais. Et je vois donc des partenariats entre ces usines et comme celle de PAD et de construction d'infrastructures pour commencer à penser à ce que nous avons besoin pour que ce carburant vienne en Europe. Et nous avons aussi besoin donc, c'est juste pour vous, les banquiers qui nous assistent ici. Parfois, c'est difficile de comprendre ces nouvelles technologies, ce qu'elles signifient et l'off-take, tout sera structuré comme on voudrait voir, comme on voit le gaz et d'autres, mais nous devons y parvenir, créer des structures que les bailleurs de fonds se puissent sentir à l'aise pour entrer y travailler. Et ensuite, concernant ce dilemme, ce sont les innovations qui doivent être développées. Nous voyons quelques startups et même une conférence récente de verre intelligent de Greenfield. On voit des startups qui produisent de l'ammonium dans leurs propriétés au lieu de produire de l'ammonium au Moyen-Orient et transporter dans le monde. Il y a des startups qui le font là, directement sur leur propriété. Et nous, on fait tout cela et distribuer là directement sur le site et on peut utiliser ça en utilisant la formule chimique. L'innovation en indologie, la troisième ligne, je suis optimiste. Le monde sait comment innover. Nous avons montré tout au long des 18 derniers mois que nous savons innover. Nous avons fait ça pendant ces 18 mois de pandémie. Si on arrive à engager les finances et de rompre les barrières de l'industrie, si on arrête de penser à dans des petites boîtes et dans le système, cela va être possible. Utiliser des plateformes comme CBI, n'est-ce pas, Sean? D'autres, pour qu'ils puissent nous rassembler, qu'on puisse continuer à travailler, continuer à développer. Merci beaucoup. Pad, qu'est-ce que avez, de quoi avez-vous besoin? Le plus important pour les investisseurs, c'est reconnaître que ce n'est pas de la science complexe et compliquée. C'est une technologie qui a été déjà testée plusieurs fois. Elle est solide, elle est robuste et vous verrez que de ces projets, nous parlons d'1/4 million de tonnes, est un projet fort. Le prix que nous allons pouvoir livrer, nous allons commencer à atteindre un niveau qui est le service essentiel, l'énergie. Si on arrive à réduire
ce montant, ce serait très sûr. Et les contrats à long terme qui seront critiques, mais lorsque l'on pourra, nous allons réduire des niveaux qui seront impossibles de débrancher. Nous avons besoin de ces contrats à long terme et la compensation de l'autre côté sera significative du point de vue de l'investissement dans des actifs et nous allons dépendre de l'avenir. Donc la proposition de valeur ajoutée, je demande aux gens de comprendre, de participer, de lire cette proposition. Donc il est important de dire que nous avons déjà un prêt qui est du point de vue certifié du point de vue climatique et nous voulons faire cela vert, un titre vert. Nous verrons aussi des travaux pour entrer dans les titres verts dans ce marché de certification. Comment pouvons-nous faire cela? Donnez-nous une vision générale de cela. C'est juste quelque chose dont vous avez parlé, Sean, par rapport à cette mobilité. Nous avons eu un tsunami, un raz-de-marée, et dans le cas des camions, nous avons les entreprises comme Horizon Motor et d'autres entreprises qui ont des actions sur la liste et nous avons pu livrer en Espagne. Nous allons également tuer le diesel en Europe à l'horizon 2025. C'est une industrie qui peut transporter du jour au lendemain avec un coût de propriété. Donc, et il faut avoir cela sur le collimateur. C'est un changement. Et le gouvernement doit nous donner la licence pour le projet et ils peuvent rendre plus facile la réglementation de ces négatives et comment nous pouvons les mettre en place. Comment cela pourrait être gestionné. Nous avons un exemple en France avec beaucoup de succès. Le consortium Excelsium, 25 grandes sociétés qui ont signé un contrat pour un projet de 800 mégawatts il y a 10 ans. Ce sont des producteurs d'énergie très forts et ils ont 40 euros pour 25 ans et ils donnent des bons de joie parce qu'ils ont signé ce contrat il y a 10 ans et les banquiers ont adoré cela parce que cela a été financé par 2,5 milliards et avec le contrat de l'uptake. Cela a été approuvé au sein de l'Union européenne il y a 10 ans et c'est clé pour cela. Donc nous sommes des acheteurs. Nous allons maintenant rassembler les acheteurs. Et dans ce cas, la France a montré cette voie avec ce consortium. Et pour moi, c'est le mieux quand on rassemble 25 grosses entreprises. Et ainsi, nous avons quelque chose de solide comme la pierre. Nous voulons livrer, c'est une promesse aux investisseurs. Nous voulons livrer des flux de trésorerie robustes et naturellement, nous voulons sauver la planète, mais nous voulons également livrer des flux de trésorerie robustes. C'est ce que tout le monde veut, naturellement. Bon, maintenant, JP Morgan est sponsor officiel de notre conférence et nous avons les banques et le sponsor de lui, c'est Crédit Suisse. Ainsi, si vous nous entendez, je sais que vous nous entendez, c'est une histoire fantastique. Nous allons commencer à négocier pour pouvoir soutenir les investissements. Nous allons rassembler les investisseurs et pour le BlackRock, nous en a parlé, pour les investissements durables, nous allons faire en sorte que ces opportunités se produisent. La voie vers le futur. Comment on rend tout cela que nous avons discuté aujourd'hui pourrait être possible. C'est une recommandation aux banques et cela doit être fait pour... De mes remarques, j'avais dit que je n'avais jamais vu autant d'appétit pour les politiques et pour les changements, comme je l'ai vu par rapport à l'hydrogène vert. Et c'est en fait vraiment axé sur cette demande, ce qui signifie que quand on aura des politiques, ces politiques iront dans le sens vert.
trouver un moyen de protéger ce futur et allez-y. Merci beaucoup, Elzbieta, Thierry, Marie, Rabbit, Jessie, merci beaucoup. C'était vraiment un programme très intéressant. Nous voulons vraiment vous appuyer dans le chemin que vous suivez, dans le travail que vous faites, et nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos programmes. Et apparemment, vous y parviendrez, vous serez couronnés de succès. C'est pour cela que vous donnez de l'espoir à tous ceux qui sont ici et qui s'intéressent au changement climatique qui est de plus en plus sévère. Nous avons besoin que cela fonctionne et rapidement. Et j'attends vraiment de voir cette livraison de 1,50 € parce que ce sera vraiment un jalon pour remettre cela de l'avant. Merci beaucoup à tout le public. Assurez-vous de raconter cette histoire à vos amis, à vos collègues, aux investisseurs pour rendre tout cela possible. Et investisseurs, c'est l'affaire du siècle. C'est la meilleure façon de présenter cela. Merci beaucoup et on va au prochain programme. Merci. Et maintenant, nous allons avoir une brève entrevue. Merci.